Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre quelques jours après votre rencontre avec le président des maires du Var au sujet de la LGV PACA. Que s'est-il passé pendant cette réunion? Eh bien, d'abord, il faut le remercier de nous avoir reçus et d'avoir discuté avec nous. Donc, nous étions peut-être une 60-80 personnes. Nous n'étions pas, c'est pas une manifestation, c'était pas des manifestants, c'était des représentants de différentes associations, 20 ou 30 associations de tout le département du Var. Donc, nous nous sommes retrouvés devant le parvis de la mairie de Cotignac, et puis, au lieu d'en recevoir une dizaine, eh bien, la discussion, comme il y a 2000 ans sur un forum romain, s'est instauré, et donc il a justifié... Ça, accordons-lui, c'est plutôt un bon signe. Je ne peux pas juger, je constate, c'est tout. Donc je peux dire que le dialogue s'est établi, et donc je pense que c'est quelque chose d'essentiel, puisque nous n'avons jamais pu rencontrer, par exemple, M. Lanfranchi, qui a toujours refusé de nous recevoir. Donc effectivement, au cours de cette réunion de l'Assemblée Générale des maires du Var, une motion a été votée. Alors sur les constats, bon, on partage à peu près avec des nuances, mais ensuite sur la conclusion qui est de dire qu'il faille absolument une nouvelle infrastructure ferroviaire, bon, mais là nous divergeons complètement. Bon, nous pensons que d'abord le problème du transport, c'est pas uniquement un problème ferroviaire, c'est un problème tout à fait général et global au niveau de toute la région. Et que donc ça doit être étudié non par un des opérateurs qui est RFF, mais par les services de l'État, en concertation avec les services des communautés de communes, des grandes villes, puisqu'on nous parle toujours de la thrombose. Il y a une chose, par exemple, on ne se pose jamais, cette thrombose à l'entrée des villes, tiens, il n'y a pas de thrombose pendant les vacances scolaires. Bon, c'est une question. Mais cette thrombose, on nous l'oppose constamment pour justifier la création d'une nouvelle ligne. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur l'ensemble des problèmes de transport, et nous disons multimodaux. Parce que ça va du vélo. Pourquoi dans une ville comme Strasbourg, ne parlons pas d'Amsterdam ou Vérone en Italie, où il y a des dizaines de milliers de vélos, Strasbourg, c'est 15% des déplacements urbains, j'ai entendu récemment, qui se font en vélo. Pourquoi à Toulon, il n'y en a pas? Pourquoi ne développe-t-on pas l'idée d'utiliser son vélo? Nous sommes dans une région relativement plane au niveau des agglomérations, on pourrait très bien. Donc nous disons qu'il faut prendre en compte l'ensemble des systèmes de transport, y compris le covoiturage, y compris tout ça. Et ne pas, comme le fait le préfet, partir d'une idée préconçue, c'est-à-dire qu'on va étudier après, mais au départ, il faut justifier, en fait, c'est ce qui est écrit dans le COPIL de juillet, on décide qu'il faut une nouvelle infrastructure ferroviaire, et après, on va justifier cette décision. Intellectuellement, c'est complètement fou, complètement malhonnête intellectuellement, bien entendu. Mais soyons clairs, vous n'êtes pas opposé à la LGV, en fait. Nous sommes opposés à ce qu'on préjuge d'une solution. Bon, de toute manière, nous pensons que la LGV ne correspond pas aux problèmes de notre région. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les documents de RFF, une LGV se justifie au-delà de 400 km de distance. Bon, ce n'est pas le cas dans notre région. Et les problèmes de notre région, ce sont des problèmes de transport au quotidien. Il suffit de voir les gens qui prennent les TER. Ces TER sont bondés. Entre Toulon et Marseille, à partir de Saint-Cyr, ils sont bondés. Il suffirait peut-être de rajouter tout simplement une voiture de plus à ces TER. Vous, ce que vous demandez, c'est un meilleur maillage de la région, alors? Absolument, absolument. Et quand j'entends ce qu'a dit sur votre antenne le maire de Cotignac, que nous avons vu samedi, il faut une nouvelle ligne à grande vitesse le long de l'autoroute A8, mais je n'arrive pas à comprendre comment une ligne sur laquelle il y aura très peu de gares, parce que pour aller vite, il faut peu d'arrêts, c'est une évidence. Donc comment une ligne avec très peu de gares pourra désenclaver le Haut-Var? Ça dépasse mon entendement. Il faut un maillage. Donc un maillage, c'est avec une multitude de transports en commun ou collectifs. Il y a plein de choses à imaginer. On est au pays, à l'époque de l'imagination. J'ai l'impression qu'on manque d'imagination. Bon, il y a peut-être un autre problème qui se pose plus que l'imagination, ce sont les deniers publics. Justement, parce que les deniers publics sont actuellement comptés et qu'on nous dit toujours, puis l'État de la France, on le sait,
l'état des finances de la France n'est pas formidable. Autrefois, on disait, bon, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Bon, ben, c'est exactement la même chose. On n'a pas d'argent, essayons d'avoir des idées. Alors qu'une ligne à grande vitesse, ça coûte d'abord 5 ou 6 fois plus cher qu'une ligne normale. Vous savez, Mme Merkel, il y a quelque temps, quand on a parlé d'investissement dans les infrastructures de transport, elle a mis en garde. Elle a dit attention que ces investissements ne servent pas à enrichir les géants du BTP. Pourquoi? Parce que sur une ligne à grande vitesse, telle qu'elle est prévue dans notre région, il va y avoir des ponts, des tunnels. Vous imaginez que dans le projet sur lequel RFF travaille, on va y revenir, il faut savoir que RFF continue de travailler parce qu'il y a un contrat et que RFF continue d'aller au bout de son contrat. Donc dans ce projet, il y a un tunnel de plus de 15 km qui partirait de Sainte-Anne-des-Venos jusqu'à la Garde en passant sous Toulon en souterrain. 2 tubes de 15 km, ça nous fait 30 km de tunnel. Quand on voit les difficultés qu'on a à réaliser le deuxième tube sous Toulon, riez, c'est pas rigolo, parce que c'est notre argent, ce sont les impôts des habitants. Il faut savoir que les études de cette ligne actuellement coûtent 86 millions d'euros. Donc la moitié à charge des différentes collectivités locales, des 4 agglomérations, Aix, Marseille, Toulon, Nice, les 3 départements et la région. Alors, quand ces études conduisent à imaginer 30 km de tunnel, c'est de la folie. Ça va faire engraisser qui? Les géants du bâtiment. Bon, d'un autre côté, ça va faire rire les Toulonnais, donc c'est pas complètement négatif. Accordez-moi ça, c'est qu'au train où vont les choses... Ils vont rire au départ, mais quand ils auront le chantier qui va durer 10 ans, là, ils vont plus rigoler. Non, mais le dernier tunnel, ça a pris 30 ans pour faire 2 km, donc là, si vous m'annoncez un tunnel de 15 km, on est tranquille pour au moins 3 siècles. Oui. Redevenons sérieux. Quel est votre état d'esprit à la sortie de cette rencontre avec le président des maires du Var? Vous restez mobilisé? Bon, bien, nous restons mobilisés. Et je dirais que ce que nous demandons, c'est vraiment une étude de la résolution des transports au quotidien. C'est vraiment là l'essentiel. Vous savez, une LGV, il y a ce qu'on appelle un effet tunnel. Ça va d'un point A à un point B. Donc ça va développer le point A et le point B, en général des grandes métropoles. Dans notre cas, ça va être Marseille et Nice. Mais est-ce que la LGV Paris-Marseille a résolu les problèmes de Marseille? C'est évidemment non. Ça a fait monter le prix de l'immobilier. Pourquoi? Parce que vous avez des bobos, moi j'ai rien contre les bobos, hein, mais des bobos parisiens qui viennent passer le week-end à Marseille. Moi je vais très souvent à Marseille parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai fait mes études, j'y ai habité, et je vois très très souvent, du côté du Vieux-Port, un grand nom du journalisme parisien. Manifestement, il vient passer ses week-ends à Marseille. Bon, hormis ce petit confort pour cet individu, vous pensez que la proposition telle qu'elle est faite aujourd'hui n'améliorera en rien notre quotidien? Absolument pas. Non. Absolument pas. Il faut. D'ailleurs, le ministre lui-même le dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir la position que nous avons eue depuis un an, depuis qu'on nous a proposé cette fameuse LGV, et puis ce qui s'est passé depuis. Il y a un an, on nous disait, voilà, une LGV, et puis quand on aura de l'argent, et horizon 2040, on s'occupera des transports de proximité et du TER. Nous disions, c'est la folie, il faut d'abord s'occuper du transport de proximité. La semaine dernière, le ministre des Transports, M. Frédéric Cuvillier, est venu à Marseille. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un grand titre sur votre confrère La Provence, priorité au TER. Pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, nous avions raison. Mais donc ça, c'est rassurant. Le discours évolue. Je vais vous donner un deuxième exemple. Il y a un an, il y a eu cette fameuse concertation qui a fini en autre boudin, etc. Bon. Alors nous étions les grands méchants, nous avions fait échouer la concertation. Mais maintenant, qu'est-ce que disent les élus? Je l'ai entendu de la part de M. Falco, les préfets, le préfet de région nous l'a dit. Ah, cette concertation, elle a mal été menée. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est exactement ce que nous disions. Pourquoi a-t-on lancé une concertation? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. RFF ne fait que ce qu'on lui dit. RFF, bon, il a un patron, c'est le gouvernement, donc le préfet, et il fait que ce qu'on lui dit. Donc si on lui a dit de faire cette concertation, il a fait cette concertation. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la concertation, mais maintenant le préfet dit, oh là là, cette concertation, rien de pire, hein, vraiment, il ne fallait pas faire ça. Donc, les choses évoluent.
Mais alors vous allez me trouver... Maintenant, elles évoluent en parole. Maintenant, nous attendons les actes, nous serons vigilants, c'est évident. Parce que ce que nous allons demander au préfet, on va lui dire, on va lui demander. Vous avez dit ce que vous avez dit, les priorités, TER. Dans les actes administratifs, comment cela s'est-il traduit? Est-ce que vous avez donné les instructions, et à qui et à quel service, de modifier le sens de l'étude, ou est-ce que RFF continue toujours d'étudier ce pourquoi il est payé dans le cadre de ces 86 millions, c'est-à-dire une ligne à grande vitesse en PACA? Soyez clairs. Voilà la question qu'il faut poser au préfet qui représente le gouvernement. Alors vous allez me trouver mal embouché, peu importe. On voit que vous donnez des arguments de bon sens, et pour autant, ce dossier-là continue toujours sur les mêmes rails. Moi, ça me fait dire que derrière, il y aura un gros travail de lobby. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, les lobbies, ils sont bien entendu autour des ministères, autour des assemblées, tout le monde le sait. Et il faut savoir qu'une ligne à grande vitesse, c'est beaucoup de béton, on l'a vu. Et donc, les grands du BTP, ils sont là pour que ça se fasse. Et quand j'entends que la LGV PACA, parce que c'est la plus chère, ne se fera pas, moi j'ai tendance à dire c'est parce que c'est la plus chère qu'elle se fera. Parce que plus c'est cher, plus il y a des tunnels, plus il y a des ponts, et plus il y a du béton. Mais le gouvernement, le ministre Frédéric Cuvillier, dont on vient de parler, a désigné une commission qui est destinée à hiérarchiser les différents projets de LGV. Et dans cette commission, il a nommé M. Louis Nègre, qui est sénateur des Alpes-Maritimes, maire de Cagnes-sur-Mer. Ça, c'est ce qui est sur sa carte de visite pour justifier son appartenance à cette commission. Mais M. Louis Nègre est aussi président de la Fédération des industries ferroviaires. Donc, vous voyez, on a le nez creux, alors. Il y a un conflit d'intérêts évident et on a installé un lobby à l'intérieur d'une commission qui va aider le gouvernement à prendre des décisions. C'est absolument impensable. Mais pourtant, c'est quelque chose qui vient de se faire. Bon, donc vous allez finir l'année sur le pied de guerre, et si j'ai bien compris, le début de l'année 2013 sera exactement sous les mêmes auspices. Bon, nous sommes pacifiques, donc j'aime pas trop ce langage guerrier. Donc nous pensons que c'est par les idées que l'on peut faire évoluer les choses. Je pense que à notre niveau, nous avons pu faire évoluer par les idées. Maintenant, de temps en temps, il faut aussi... je veux dire, montrer qui nous représentons. Il y a un an, nous avons fait des manifestations, ça a commencé au Bossé, ensuite à Toulon, ensuite à Marseille, et il y avait côte à côte les populations, les agriculteurs sur leurs tracteurs, les élus, et c'est comme ça que les choses ont pu être arrêtées au ralenti, et du moins nous espérons modifiées. Donc il y a des moments où il faut montrer qui on représente. Et je pense que il faut que les élus, les populations et les agriculteurs qui sont concernés, parce que pas le temps d'entrer dans tous les problèmes, enfin, le problème des terres arables, des terres fertiles, il se pose, c'est évident, c'est plusieurs hectares au kilomètre, une ligne à grande vitesse. Et plus la ligne est à grande vitesse, plus c'est large, plus il y a des talus, plus il y a des ponts. Donc on bouffe des terres fertiles. Dans notre région, l'économie, que ce soit l'horticulture, la viticulture, bon, il y a de grosses exploitations dans nos régions, et puis c'est une économie qui fait vivre la région. Si on enlève au Var l'horticulture et la viticulture, au niveau agricole, bon, il ne reste pas grand-chose. Enfin, je parle sous le contrôle d'un représentant de ces métiers de l'agriculture. Bon, un seul mot, alors mobilisation. Mobilisation, oui, mobilisation, et puis il faut effectivement continuer à essayer de convaincre pour que les gens, et la sensation que j'ai à la suite de la rencontre de Cotignac, c'est que M. Véran, il a quand même nous a écoutés, et peut-être a-t-il un peu évolué avant de nous recevoir et après qu'il nous ait reçus, qu'il a un peu évolué dans sa manière de penser. Eh bien, Président, je vous remercie, je vous dis à bientôt.